Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kiven et mon métier c'est de favoriser l'émergence. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire de la tradition juive qui est rapportée, je crois, dans le cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière, qui met en scène deux hommes dans un bureau. Vous savez, c'est un de ces bureaux, je vous laisse imaginer un de ces bureaux administratifs, peut-être des années 30, où les gens ont des lustrines pour pas se tacher les manches, ils ont une visière, des crayons de papier très bien taillés, et ils sont courbés sur leurs feuilles en alignant des chiffres. Ils sont deux dans ce bureau qui sent la poussière. En silence, ils travaillent, ils œuvrent secrètement, font leur travail de fourmis administratif, en alignant des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et soudain, il y en a un qui se redresse et qui dit, tu sais, je vais partir en vacances, donc je vais partir de 2 ou 3 semaines. Quoi, lui dit l'autre, des vacances ? Tu vas me laisser tout seul ? Et il dit, ben oui, je prends des vacances, quoi. Il dit, mais tu n'y es pas, on n'a jamais pris de vacances, on est ensemble ici, dans ce bureau, depuis toujours, je sais pas, moi, ça fait 20 ans, 25 ans, je compte même plus. T'es arrivé un peu avant moi, donc tu n'as jamais pris de vacances, on a toujours été là, tous les deux ensemble, tu dis ça comme si c'était naturel, mais c'est pas le cas. Et l'autre lui dit, mais si, mais bien sûr que si, j'ai déjà pris des vacances. T'as déjà pris des vacances. Alors là, on a l'impression qu'il est dans un autre monde, le pauvre homme, qu'il est complètement sur une autre planète, enfin, il serait psychotique, ce serait... Non, là, il s'en rendrait pas compte, mais je dirais, il ferait un cauchemar, ce serait la même chose. Il dit, mais tu n'as jamais pris de vacances ? Si, il y a... Oui, quelques années, c'est vrai, ça fait un petit moment. Je suis parti en Inde, je t'ai raconté. En Inde ? Il s'étrangle, hein. Et oui, j'étais invité par le Maharaja de Bhopal, et même, j'ai dû te raconter cette fabuleuse chasse à l'éléphant que j'ai fait là-bas, avec le Maharaja. T'as fait, toi, une chasse à l'éléphant avec un Maharaja. Vraiment, c'est de pire en pire. Mais il ne sait plus quoi dire, il est sidéré, et il veut entendre la suite, au fond. Il dit oui, on était là. Alors, je n'étais pas sur l'éléphant du Maharaja, je ne vais pas te faire croire que j'étais un intime du souverain, mais quand même, j'étais là, et on était sur un des éléphants suiveurs, et puis on avait chassé le tigre, on avait fait une battue énorme. Il y avait des centaines d'hommes qui battaient la campagne, et à un moment donné, tout le monde s'est retrouvé, là, on a formé un grand cercle autour d'une étendue herbue, et l'animal était là, on le savait. Le Maharaja s'était avancé avec son éléphant, il avait son fusil, et tout le monde guettait dans les hautes herbes quand le félin allait se manifester. Donc le regarde, de plus en plus abasourdi. Et alors, moi j'étais dans un éléphant derrière, comme je te l'ai dit, je voyais pas bien, je me penchais, je me tordais le cou pour essayer de voir ce qui se passait. Je voulais pas manquer ça. Voilà, je me suis même penché un peu en dehors de la nacelle de l'éléphant pour regarder, mais je voyais rien. Et à un moment, je me suis si bien penché que je suis tombé. T'es tombé ? Oui, je suis tombé. Là, dans l'herbe, et là, juste en face de moi, qu'est-ce qu'il y avait ? Le tigre. Non, t'es tombé nez à nez avec le tigre, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a sauté dessus. Ah bon, il t'a sauté dessus, oui. Et alors, avec sa gueule, il m'a arraché un bras. Il t'a arraché un bras ? Il dit oui, il m'a arraché un bras. Et après, il m'a relâché. Et là, il a pris ma tête dans sa gueule et j'ai senti les os de mon crâne se briser, ma tête exploser, tu vois. Et là, l'autre lui dit, mais arrête, quoi. Arrête, d'abord, c'est horrible ton histoire, et puis, c'est pas possible. Il dit, mais comment ça, c'est pas possible ? Il dit, mais si c'était arrivé, tu ne serais plus en vie. Et là, l'autre le regarde, se redresse, pose son crayon de papier, là, avec fermeté sur la table. Et après un long silence, il le regarde avec un regard incandescent, et il lui dit, parce que tu appelles ça une vie ? Voilà. C'est la fin de mon histoire. Si vous avez envie de réfléchir à ce à quoi elle vous fait penser, avant de partir en vacances, eh bien, mettez sur pause. Quant à moi, dans ma newsletter, je parle du vide, de vacuité. Je dis que vacances, ça vient de là. Et au fond, cet homme décrit des vacances qui ne sont pas vraiment des vacances, qui sont une espèce d'activité, parce que le vide emplit leur vie à ces deux hommes penchés sur leur bureau.
C'est un peu une histoire à l'envers, en fait. Il cherche à arrêter le vide. C'est comme s'il cherchait à arrêter ses vacances. Quant à moi, qui suis plutôt du côté du plein, après avoir été dans mon enfance beaucoup dans le vide et en avoir, je dois vous le confesser, beaucoup souffert, les vacances sont devenues de fait une chose un peu difficile. Voilà. Je sais que le vide me fait un peu peur et que je peine à me reposer, je peine à prendre du repos. Voilà. Et donc, la question que je me pose, c'est comment, malgré tout, apprivoiser le vide. Certains parlent de méditation et tout ça, ce sont que des outils. Il y a au fond de moi quelque chose d'assez archaïque que je cherche à apprivoiser. Et vous ? Voilà, c'est la fin de ce numéro. On va s'arrêter pendant l'été. Donc je vous souhaite plein de vide finalement, mais plein de vide joyeux, avec du soleil mais pas trop, avec peut-être des moments au coin du feu, alors qu'il pleut dehors. Goûter ces moments de contre-vacances. À bientôt.